Bonjour à tous. Date du matin ce lundi matin pour engager cette nouvelle semaine. Deux sujets à discuter. Le premier parle du chômage des jeunes. Des acteurs de cette couche sociale se sont retrouvés dimanche pour discuter de la question. Une rencontre du mouvement Oganho assortie de recommandations. Nous recevrons par ici tout à l'heure le président de l'organisation, Brittens Tessi. Ils ont parlé d'assises nationales comme solution à la fin. On lui fera la question de la pertinence de cette idée tout à l'heure. Notre débat portera sur la lutte contre la corruption. C'est le deuxième sujet qui va alimenter nos discussions. Il sera d'abord introduit par le commentaire de Franck Aounou. Nous allons inexorablement vers la fin du deuxième et dernier mandat de Patrice Talon. Fin de mandat qui rime souvent au Bénin avec explosion de scandales divers. Nous irons voir comment poser des balises pour éviter ce scénario devenu récurrent. Dans les journaux ce matin, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les quotidiens proposent de vieux sujets et surtout de la communication néanmoins. On va feuilleter ensemble les quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Bienvenue à tous. Et voici donc pour la une des journaux, on va ouvrir avec Fraternité. Comme vous le savez par ici, saisine contrôle des structures de santé et sécurité des patients. Résultat des investigations de l'ARS, les normes sanitaires non respectées et des solutions pour une amélioration de la qualité des soins. Et puis Henri Assogba, président du Creuset des vendeurs de l'essence de contrebande sur le drame de Semekrake. Nous sommes prêts à aller à la reconversion, dit-il. On attend le gouvernement pour sortir de ce danger, rapporte donc Fraternité, à la découverte donc des mini-stations et leur lieu d'implantation. Liste des guépards en amical contre Madagascar et Botswana. Jeannot Rohr poursuit sa révolution avec la jeunesse. Remise d'équipements pédagogiques et d'infrastructures administratives à l'N7 de l'Okosa. Le gouvernement actionne l'appareillage pour une formation professionnelle de pointe. Monseigneur Agboton, ça c'est la page noire dans Fraternité ce matin, c'est la 2 précisément. Monseigneur Agboton, disais-je, inhumé ce jeudi à la cathédrale de Porto Novo, la capitale du Bénin. La nation, qualité des soins de santé, des résultats d'investigation livrés. Nord-Sud quotidien, décentralisation. La réforme bat de l'aile. Info matin, crise au Niger, coup de force en Afrique, les thérapies du docteur Mansourou Radji. Dynamisme info, transmission au Parlement du projet de budget exercice 2024, une procédure inhabituelle attaquée devant la Cour. Sécurité et développement de l'Afrique, les recettes de Séverin Adjovi. Matin en libre, drame au Bénin, le symbolique de deuil national ne dit rien à la rupture. Le matin, remise des équipements, des infrastructures administratives et pédagogiques à l'N7 de l'Okosa. Le gouvernement actionne l'appareillage pour une formation professionnelle. 2 points, Assemblée nationale, ouverture de la 3e session extraordinaire ce jour à l'Assemblée donc nationale à Porto Novo. Le matinal, blocage des camions à la frontière Bénin-Niger. Le BS s'inquiète des souffrances des conducteurs. Gaskiani Info, Payo, la stratégie de Patrice Talon pour éviter d'autres drames politiques. Quel type de démocratie en Afrique? Le chasseur info, le projet ressources éducatives dans l'enseignement secondaire au Bénin, la PFB pour l'insertion de la littérature de jeunesse dans le programme scolaire. Libération, lancement des travaux de construction d'une 2e centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Poubelle. Le gouvernement marque son engagement à garantir de l'électricité de qualité à coût compétitif aux Béninois.
Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Saisine, contrôle des structures de santé et sécurité des patients. Résultat des investigations de l'ARS. Les normes sanitaires non respectées et des solutions pour une amélioration de la qualité des soins. Henri Assoba, président du Creuset des vendeurs de l'essence de contrebande sur le drame de Semekrake. Nous sommes prêts à aller à la reconversion. Nous attendons le gouvernement pour sortir de ce danger, a-t-il confié au journal Fraternité. Le journal d'ailleurs qui vous propose à découvrir les mini-stations et leurs lieux d'implantation telles qu'elles sont annoncées par la décision du Conseil des ministres de la semaine écoulée. Liste des départs en amical contre Madagascar et le Botswana. Jeannette Roy poursuit sa révolution avec la jeunesse. Remise d'équipements pédagogiques et d'infrastructures administratives à l'N7 de l'Okosa. Le gouvernement actionne l'appareillage pour une formation professionnelle de pointe. Vous avez en bas de votre écran, même si la bande ne vous permet pas de lire. Monseigneur Agboton est annoncé pour être inhumé ce jeudi à la cathédrale de Porto Novo, la capitale du Bénin. C'est la page noire donc de ce journal Fraternité dans sa production de ce lundi matin. On peut s'intéresser un peu à quelques sujets à l'intérieur justement du quotidien. Et vous avez l'intégralité des résultats des investigations de l'ARS, l'autorité de régulation du secteur de la santé, qui est descendue dans certains centres de santé pour observer un peu comment cela se passe là-bas. Quelques constats ont été faits, rapportés par Fraternité dans sa production de ce lundi matin, précisément à la page 3, au niveau justement du contrôle des structures de santé. Il y a que lors de leur inspection des structures de santé, les délégations départementales ont mis en évidence plusieurs écarts par rapport aux normes sanitaires. Il s'agit par exemple du délaissement des consultations médicales par des médecins aux infirmiers et aux aides-soignants, ce qui conduit le plus souvent à des diagnostics non pertinents et des traitements inadéquats. On a remarqué aussi l'abandon de centres de santé aux aides-soignants, surtout la nuit et les week-ends. On a constaté la reprise de l'insalubrité, s'il vous plaît, dans les formations sanitaires, surtout publiques. Au sujet de la sécurité des patients, eh bien, constat aussi là-bas lié à la réduction des risques liés aux soins. Elle constitue avec l'accréditation des professionnels de santé et la certification des établissements de santé les priorités actuelles de l'ARS, dit la structure. Nous avons constaté lors de nos investigations que la sécurité des patients est souvent négligée car les responsables des soins n'ont pas mis en place une organisation pour limiter les risques de préjudice lors de la prescription et de la délivrance des soins, ce qui occasionne souvent des accidents comme des infections, parfois même des décès lors des soins achetés Fraternité. Lisez un peu cette enquête réalisée par l'ARS sur ce à quoi ressemble la qualité des soins dans les centres de santé au Bénin. Vous avez à la page 9 de Fraternité, je dois dire l'interactualité avec le point au Sénégal, au Vatican et puis quelques éléments épars liés notamment à l'actualité à travers le monde, avec ce détail sur la formalisation de l'activité de distribution de l'essence de contrebande un peu plus en bas de votre écran. Achetez donc le journal et informez-vous suffisamment. Restez devant votre petit écran pour vous informer avec Canal 3 Bénin. Si vous êtes amoureux de la télévision sur Canal 3 Bénin, la fenêtre, c'est la rédaction qui vous l'offre. Et sur l'Actu Matin, cela s'appelle le bulletin d'information avec Teddy Goudalon installé. Teddy, bonjour. Bangui Agoy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans votre bulletin d'information, on aura les images de Djougou qui a célébré samedi dernier la fête de la Garni dans son édition 2023. Tout a démarré par le traditionnel parcours rituel de Sa Majesté Isifu Kwetoni Koda VI, roi de Djougou. Alassane Arona et Abdou Sahabi Idrissou nous donneront plus de détails sur cette fête identitaire marquée justement par la présence des chevaux comme vous le voyez sur ces images.
Vous aurez aussi d'autres images, notamment de fêtes toujours. On parle ici, cette fois-ci, de commémoration de la journée internationale de l'avortement sécurisé à Cotonou, dis donc. C'est le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin qui a organisé avec, comme à son habitude, la commémoration de cette 4e édition. Les parties prenantes au projet de plaidoyer pour l'avortement sécurisé étaient à ses côtés. Voici le bulletin de l'information. Et donc, c'est le bulletin d'information avec aux commandes. Comme je l'ai annoncé, Teddy Goudalo. À nouveau, Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy. On démarre ce mini-journal par cette commémoration de la fête de la Garni, cette fête traditionnelle et identitaire des communautés Batonou et Bour qui a mobilisé une kyrielle de personnalités à Djougou autour de Sa Majesté Isifou Petoni Kodassis, le roi de Djougou. Tout a démarré, comme le Tanguy le disait dans les titres, par le traditionnel parcours rituel, nous disent Alassane Harouna et Abdoul Sahabi Idrissou. Ambiance toute particulière à la cour du palais royal de Kilir. Ce samedi 30 septembre, c'est le jour de la célébration de la Gani à Djougou, cité des Petoni, à Takora et Nyora. L'instant des préparatifs dans une discrétion totale et Sa Majesté Isifou Petoni Kodassis fait son apparition en public. À 10h53, il entame le parcours rituel comme l'exige la tradition en de pareilles circonstances. Cette année, tout comme à la précédente édition, Sa Majesté exécute la procession traditionnelle à bord d'un véhicule soigneusement protégé par les chasseurs traditionnels. Cette sortie du roi prend l'allure des réjouissances populaires à travers la cité princière. Au son des tam-tams, les participants à cette fête traditionnelle, encore appelée Mauloud, manifestent leur joie et leur fierté d'appartenir à cette communauté. Au cours de ce périple sacré, les différentes familles princières et autres sont visitées par le roi. À chaque étape, tout un cérémonial est observé pour accueillir dignement l'hôte du jour. Des prières de bénédiction sont dites et des vœux formulés à l'endroit du roi qui perpétue ainsi une tradition ancestrale. Nous sommes en train de faire le parcours rituel. Donc, la première étape, c'est le quartier d'Indjirébéry. Avant, c'était à la place Idi. Maintenant, les offrandes qu'on faisait là-bas, on ne fait plus et c'est à la place d'Indjirébéry. Dans toutes ces étapes, c'est la prière et la bénédiction que les alphas font à Sa Majesté Petoni Kodassis pour lui souhaiter longue vie et qu'il fait la fête sain et sauf et que les étrangers après retournent au sein de leur famille. À la fin de chaque station, des coups de détonation sont exécutés par des chasseurs traditionnels. Partout où le cortège royal est passé, c'est l'attraction et l'admiration dans le rang des populations. Après plus de 2 heures de parcours,
Sa Majesté, toujours accompagnée par la cavalerie et une foule anonyme, regagne son palais pour entamer d'autres préparatifs avant de rallier la place de la Gani pour les manifestations folkloriques. L'acte 2 de cette manifestation, c'est bien les manifestations folkloriques, lesquelles manifestations ont mobilisé les populations et les garants de la tradition autour de Sa Majesté Petoni Koda VI. On retrouve Abdul Sahabi Idrissou. Après son parcours rituel, Sa Majesté Issoufou Petoni Koda VI s'est rendu sur cette légendaire place de Kilir. Fortement entouré des sages, notables et garants de la tradition de la commune de Djougou. Et d'ailleurs, Sa Majesté entend ainsi poursuivre la célébration de la fête de la Gani, une fête culturelle et identitaire qui mobilise chaque année les filles et fils de Djougou autour de la célébration de leur culture. Sa Majesté Petoni Koda VI est heureux de vous recevoir à cette occasion pour fêter ensemble avec lui la fête de la Gani. La Gani pour nous est un événement culturel qui réussit chaque année à réunir les filles et les fils de Djougou et d'ailleurs. Très attaché aux valeurs culturelles de sa commune, l'honorable Abdoul Malik a porté la voix des autres députés de la 13e circonscription électorale. Que dire si ce n'est témoigner la reconnaissance de toute la population ici présente à Madame la vice-présidente qui a accepté de venir jusqu'à Djougou commémorer avec les populations de Djougou cette fête culturelle. Madame la vice-présidente, vous êtes venue, vous avez touché la réalité du doigt, comme on le dit. J'espère que vous serez les porte-parole des populations de Djougou pour que l'État béninois puisse mieux nous aider à faire de cette esplanade de la Gani de Djougou quelque chose de mieux potable et qui puisse être digne d'accueillir des personnalités comme vous. Je ne doute pas qu'une fois que vous serez retourné à Cotonou, vous transmettrez le plaidoyer de Sa Majesté et des fils de Djougou pour que le gouvernement pense à faire de notre arène quelque chose d'acceptable. Moment de retrouvailles et de brassage entre les différentes communautés. Cette fête est aussi une occasion privilégiée pour révéler au Bénin et au monde les riches potentialités culturelles dont regorge Djougou. C'est un rendez-vous annuel auquel nous sommes particulièrement attachés. Ah, quel beau patrimoine culturel! Regardez un peu autour de vous. Vous verrez la manifestation de l'art, de la culture. Ce grand rassemblement témoigne combien les fils et les filles de Djougou sont attachés à la ville et à sa culture. J'aimerais de ce fait féliciter Sa Majesté Petoni Koda VI, roi de Djougou, qui a su faire de la Gani une véritable réussite. La vice-présidente de la République est l'invitée spéciale du roi de Djougou. Après avoir assisté aux différentes démonstrations des différents groupes culturels, Mariam Talata Zimé a salué l'engagement du roi qui œuvre pour la préservation et la valorisation de la culture Yom. C'est le lieu pour moi de remercier Sa Majesté Petoni Koda VI pour l'organisation de cette Gani et pour la promotion de la culture du peuple Yom. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le message du député, représentant des autres députés de la 13e circonscription, relative à ce lieu de culture, relative plutôt à l'aménagement de cet espace.
Je crois que j'ai bien entendu son message et que je le porterai à qui de droit. Djougou, en effet, mérite mieux. La fin de cette célébration est marquée par l'allégeance faite au roi. Bien, merci à vous, Idriss Alassane Harouna et Abdoul Sahabi Idrissou. Dans un tout autre registre, on parle de la journée internationale de l'avortement sécurisé. Plusieurs acteurs clés, notamment les organisateurs de la société civile, a réduit les décès maternels liés aux avortements clandestins au Bénin. Ils l'ont fait savoir lors de la journée internationale de l'avortement sécurisé tenue à Cotonou. William Cliquant et Elvis Tonoucoin nous en parlent. Plus d'un siècle déjà que la journée internationale de l'avortement sécurisé est célébrée dans le monde. Au Bénin, c'est depuis 2020 que le Collège national des gynécologues obstétriciens commémore cette date pour limiter les dégâts en termes de mortalité maternelle dus aux avortements clandestins. L'édition de cette année a pour thème réduire les inégalités et fournir des renseignements fiables pour l'accès aux services de soins de santé de la reproduction, y compris l'avortement sécurisé. Cette édition appelle à réfléchir à l'amélioration de l'accès de toutes les adolescentes, jeunes, des femmes, filles, aux services sécurisés de DSSR. Notre pays, le Bénin, continue d'être confronté au problème d'avortement clandestin qui constitue la 3e cause de décès maternel dans notre pays. Et ça, c'est la 5e enquête démographique de santé de 2018 qui l'a dit. En tant que tel, si nous pensons être au rendez-vous des Nations Unies d'ici l'agenda 2030, en ramenant le taux de mortalité maternelle au-dessus de 70 décès de femmes sur 100 000 naissances vivantes, nous devons agir sur la 3e cause qui tue les femmes, qu'est l'avortement clandestin. C'est ainsi que, à la faveur de la volonté politique, après le plaidoyer des OSC, nous avons une loi beaucoup plus favorable aujourd'hui pour permettre aux femmes et aux filles d'accéder à leurs droits en santé sexuelle et reproductive. La célébration de cette édition a réuni les parties prenantes au projet de plaidoyer pour l'avortement sécurisé dans le but de susciter un réel engagement dans cette lutte. Chose effective, les acteurs clés se sont résolus à travailler pour une meilleure compréhension de la législation relative à la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Les organisations de la société civile sont donc mobilisées à expliquer aux populations que, loin de promouvoir l'avortement, la loi sur les interruptions volontaires de grossesse sauve des vies. Ce que nous, on a pris comme engagement aujourd'hui, c'est de faire notre maximum pour lever les barrières à l'accès à l'avortement sécurisé et en particulier en informant correctement les filles, les femmes, sur leurs droits et le personnel de santé sur le cadre législatif existant et ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent le faire. Il suffira de leur expliquer le bien fondé de cette loi qui a été votée, qui en fait vise la promotion des droits à la santé sexuelle et de la reproduction des femmes et des filles et par ricochet le bien-être de la famille et de toute la communauté. C'est vrai, ils ont raison de réagir vivement contre la loi, mais il suffit de leur expliquer. Je crois que ce travail a déjà commencé. Panel de discussion, déclarations écrites et représentations artistiques ont meublé cette 4e célébration de la Journée internationale de l'avortement sécurisé au Bénin. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce matin. Je vous invite à prendre le rendez-vous de 13h pour la grande édition de la journée. Tanguy Agoï, je vous retrouve demain. Merci à vous, Teddy Goudalo. Justement, le grand rendez-vous de la mi-journée d'information sur Canal 3 Bénin. C'est à 13h, comme vous le dites si bien. Teddy Goudalo, vous aurez donc rendez-vous, chers téléspectateurs, avec Eric Deguenon qui sera aux commandes de cette édition-là. Eric qui sera
membre de cette équipe qui va commenter notre sujet de ce matin tout à l'heure. On va parler de la lutte contre la corruption. C'est parfois délicat, surtout quand on s'achemine vers la fin d'un deuxième et dernier mandat d'un président en exercice. On verra bien si le contexte actuel sera le même. On aura aussi un autre sujet à évoquer avec les débatteurs. 2 semaines après la rentrée scolaire, il y a encore des écoles qui sont toujours inondées et donc les activités pédagogiques paralysées. Qu'est-ce que ça donne là-bas? On en parlera tout à l'heure. On n'en est pas encore là. On va passer à notre bulletin d'information. Voici l'Espoir chez vous ce matin. Ce matin, plusieurs disciplines et on va commencer par le football. C'est comme ça on doit l'appeler, non? Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Je veux parler de Maracan qui s'est déroulé à Grand Popo cette année. C'est terminé, le Bénin a fini vice-champion de la compétition chez les seniors. Oui Tanguy, c'est donc la deuxième fois de l'histoire du Maracana béninois que l'équipe senior monte sur le podium avec à la clé un titre de vice-champion d'Afrique. En finale, les Guépas maracaniers ont affronté l'équipe la plus titrée de la discipline, la Côte d'Ivoire bien entendu. Je vous propose le tableau des résultats des rencontres finales. Le Bénin s'incline 1-0 au bout de 2 fois 10 minutes face à l'équipe ivoirienne. Tanguy, il n'y avait donc pas un match, s'il faut le dire. Déjà sur le papier, la Côte d'Ivoire partait favorite et donc pour l'explication, l'équipe ivoirienne s'impose 1-0 sur la plus petite des marques, ce qui montre de la progression de l'équipe béninoise face à cette formation ivoirienne qui s'était imposée, je rappelle, l'année dernière. Également, c'était au Cameroun lors de la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Au niveau des super seniors, c'est le Mali qui confirme donc sa meilleure forme de ces dernières années en s'imposant à la Côte d'Ivoire qui se retrouve bien entendu sur les 2 tableaux. Score à l'arrivée 4-2 pour l'équipe malienne. La cérémonie de remise de trophées s'en est suivie avec la présence, bien entendu, vous voyez sur les images, de plusieurs autorités, dont le ministre des Sports béninois et aussi le président de la FIMA, de la Fédération internationale de Maracana et association que vous voyez sur les images. Là, c'était lors de la remise de trophées à l'équipe ivoirienne et puis ici, l'équipe malienne qui reçoit donc le trophée chez les super seniors. Super seniors, bien entendu, ça commence à partir de 45 ans, mais les seniors, c'est de 35 ans à 45 ans au plus pour la compétition. C'est l'essentiel pour le Maracana 2023. On dirait que cette discipline, c'est la chose des Ivoiriens, hein? Oui, le Maracana, c'est comme ça s'entend déjà, qui porte déjà ce nom du stade mythique du Brésil, le Maracana, qui veut dire tout simplement le football sur un espace réduit, donc ça fait de très petits jeux. Et vous savez, dans les coins, s'il faut le dire, coins en Côte d'Ivoire, quand vous allez à Abidjan, un peu partout, il y a de petits jeux qui se développent. Ici aussi, on en remarque lors des tournois de proximité pendant les vacances. Allez, on va passer à une autre discipline maintenant. On peut dire en tout cas que le mois de septembre, c'est un mois de podium pour les équipes du Bénin. On a parlé déjà de la pétanque par ici, hein. On vient de parler de l'équipe senior de Maracana qui a monté aussi sur les marches. Et Ali, il y a aussi les Guépas d'une autre discipline qui ont également terminé vice-championnes. C'était la semaine écoulée lors d'un championnat du monde localement organisé. Oui, Tanguy, c'est dans le jeu de balle au tambourin. Le Bénin a présenté 2 équipes à cette compétition qui s'est déroulée sur l'aire de jeu de Tino Rossi des Pennes Mirabeau en France. Sur les images que nous vous proposons ce matin, l'équipe béninoise qui reçoit son trophée. Donc après avoir terminé sur la marche, certainement que nous allons revenir sur les temps forts de la participation de ces 2 équipes béninoises. Voilà donc l'équipe béninoise qui a reçu les trophées de vice-champion lors de cette compétition qui a eu lieu en France. Au niveau de l'équipe 1, on fait le point donc du parcours des Béninois à cette compétition. L'équipe 1 qui est composée de Patricia, Ronel et Eric. Le Bénin fait carton plein en phase de groupe. Vous l'avez sur vos écrans. Le Bénin s'impose à Téhéran 8-6 pour la première sortie, 8-1 pour la deuxième face à Poussan et puis s'impose 8-4 à peine pour leur 4e sortie en demi-finale et il s'impose à Néopen 8-2 et puis la finale où l'équipe béninoise s'impose et s'incline contre l'équipe de Bonat sur le score de 8-1. C'est bien ça. Voilà, ce qui était donc en quelque sorte la défaite en finale
défaite honorable, comme on l'aime souvent le dire. Mais de toutes les façons, ça me rappelle quelqu'un. De toutes les façons, c'est déjà un bon début pour l'équipe béninoise au niveau de cette discipline. Le jeu de balle au tambourin, au niveau de la deuxième équipe du Bénin, il y a qu'elle a manqué son entrée en s'inclinant 3-8 face à TCPM avant donc de se rattraper lors de ces deux dernières explications. 8-4 face à Galergue et puis Bonat Soto, 8-4 également. Mais l'équipe du Bénin ne pourra pas passer au prochain tour. Je parle de l'équipe numéro 2 à ce niveau-là. Tanguy, on va revenir certainement sur les temps forts de cette compétition, de cette participation du Bénin à cette compétition mondiale qui a eu lieu en France. C'était la semaine dernière, avec plus de détails dans nos prochaines émissions. Tanguy, on va finir avec le tournoi de football de proximité. C'est bien sûr le tournoi Fair Play qu'organise un de nos confrères, Ansem Renoko. C'est du côté de Rouedo. La compétition s'est déroulée sur plusieurs jours. Les rencontres des demi-finales ont été disputées en fin de semaine écoulée. Au niveau de la première demi-finale, Union FC s'est imposée à JFC sur le score d'1-0. Et pendant ce temps, Caméléon et Bella Bello se séparent dos à dos sur un score de parité, un but partout. C'est une équipe qui s'appelle Bella Bello là. Ben voilà, c'est à Rouedo, Tanguy. Vous pouvez faire un tour pour découvrir. Pourquoi pas. Voilà, donc Caméléon s'impose au tir au but, 1-0, un tir réussi bien entendu pour la formation des Caméléons qui va donc filer en finale où cette formation affrontera donc l'équipe de Union FC pour la grande finale. En attendant, donc JFC va affronter l'équipe de Bella Bello pour les rencontres de la 3e place. On a mis bien entendu à venir parce que entre-temps, les rencontres de finale ont été reportées pour une date ultérieure. C'est l'essentiel pour ce matin, Tanguy. C'était très bien résumé. Ali Moumouni, merci beaucoup pour ces diverses informations. Retrouvez donc dans l'actualité d'Espoir ce matin sur l'Actu Matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Demain, on sera mardi. On aura droit à un élément, c'est sûr. Bien entendu, on va parler des échos, des guépards. Pourquoi pas. On verra bien ce que ça donnera demain. Ali Moumouni, vous passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, voici notre invité de ce matin. Je l'ai annoncé dans mon introduction, notre invité ce matin, c'est Prudence Tessi, il est président du mouvement au Ganho, c'est en langue femme. Il est l'heure, une organisation qui a initié dimanche, donc hier, une rencontre avec les jeunes de Cotonou pour discuter des questions liées au chômage. Notre invité est déjà en place. Monsieur Tessi, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy Agaï. Bienvenue sur l'Actu Matin. C'est moi qui vous. Des assises, des panels, des rencontres, des débats sur la question du chômage, on en a à foison, c'est légion, c'est traditionnel, c'est fréquent. En quoi est-ce que votre rencontre d'hier est une innovation? Merci beaucoup, monsieur Tanguy. Déjà, le mouvement Ganho, c'est un mouvement de jeunes qui vient un peu rénover la scène politique béninoise. Parce que depuis des années, vous avez connu des mouvements un peu passés de jeunes, mais cette fois-ci, quand vous écoutez au Ganho, c'est-à-dire l'heure a sonné. Donc, c'est un peu une révolution. Parce que nous nous sommes dit, la jeunesse aujourd'hui est laissée pour compte. Excusez-moi de dire, mais l'État public a démissionné. On a dit, les jeunes, vous pouvez vous gérer vous-même. Donc, nous avons réfléchi depuis toutes ces années. Nous avons vu qu'il est vraiment l'heure que nous nous mettons ensemble et que de nous-mêmes aussi, nous pensions changer les choses. Alors, vous vous êtes vu hier. Pourquoi est-ce que c'est différent de ce qu'on a déjà vu? Non, c'est un peu différent parce que c'est vrai, il y a les panels, il y a les causeries. Mais la particularité de notre séance, bien de notre rencontre d'hier, c'est d'avoir eu quand même presque toutes les couches sociales, j'allais dire là, ceux qui vivent en réalité vraiment le chômage. Et il faut être là pour comprendre. Les gens sont pas allés et ont coulé des larmes. Et puis, à cause du chômage. À cause du chômage. Des mères de famille qui ont témoigné hier devant tout le monde, devant caméra pour dire: mon enfant vient de terminer, même la licence, il a eu, mais aujourd'hui, il se retrouve à la maison aujourd'hui à me demander encore de l'argent, de petit déjeuner, alors que pourtant, j'ai mis quand même 400 000 chaque année, d'autres 500 000. Aujourd'hui, voilà, il se retrouve. C'est ces témoignages poignants, en fait, qui font la particularité. Et aussi des jeunes comme nous autres qui ont pris l'engagement vraiment d'accompagner. D'émotion, alors non, il faut réfléchir à un sujet. Pas forcément. C'est pas les larmes qui vont régler le problème. Justement, il fallait ça.
Si nous avons demandé une assise sur la question du chômage au Bénin, ce n'est pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens viennent à la télé, ou bien les gens s'organisent des colloques, ou je ne sais pas, et on surfe sur la vague de ces chômeurs en réalité. Les gens ne comprennent pas en réalité de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas rester dans un bureau et décider du sort des jeunes. Vous ne les associez à rien. Mais pourtant, on dit l'État travaille pour nous. On a créé 1000 emplois, on a créé 20 000 emplois. Mais qui sont ces gens-là qui sont vraiment employés? Et quand vous voyez, c'est vrai, l'État ne peut pas absorber tout le monde. C'est pourquoi nous avons dit, nous nous sommes retrouvés pour parler, pour dire, maintenant nous-mêmes, nous devons créer des micro-projets. Nous ne voulons même pas aller vers l'État pour lui demander de l'aide, mais nous allons nous-mêmes, au sein de ce creuset, d'abord qui est politique et puis social. Parce que nous disons, vous voulez parler de la politique, vous avez le ventre vide. On vous demande des cotisations. Vous n'avez pas de quoi manger, comment vous pouvez venir payer une cotisation? Et les partis politiques aussi surfent sur ça. On dit cotisation, tel n'a pas cotisé. Le jeune veut trouver la cotisation pour venir. Pourtant, il a bel et bien la volonté de le faire. C'est pourquoi nous avons dit... Mais quand vous donnez à votre association, à votre organisation un caractère politique, est-ce que ce n'est pas biaisé dès le départ déjà? Un jeune qui est au chômage, il n'a pas une couleur politique. Justement, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. On dit le jeune ne doit pas faire la politique. Laissez la politique n'est pas pour les jeunes. Vous êtes... Pourquoi? C'est parce que je suis chômeur, je n'ai pas voulu être chômeur. C'est parce que je suis chômeur que je ne dois pas m'engager en politique. Et tous les diplômes que j'ai étudiés, j'ai eu, après de longues études, ça c'est à quoi? La politique, c'est pas forcément ce que nous voyons, que quelqu'un vienne pour insulter l'autre avec des invectives pas possible. C'est pas forcément ça la politique. C'est pouvoir apporter un plus à sa société, à la cité en réalité. Donc les jeunes doivent s'engager massivement en politique. Et c'est ça ce que nous sommes en train de le dire. Alors, quel est l'état des lieux du chômage aujourd'hui au Bénin? Monsieur Tanguy, c'est catastrophique. Comment ça? Vous n'avez pas exagéré, hein? Non, je n'ai pas exagéré. C'est vrai qu'on va nous sortir des chiffres. Moi, je dis, je ne suis pas dans les affaires de chiffres. Justement, vous devrez sortir aussi les voir. Je vous dis, on peut faire un micro-trottoir. On peut aller dans les villages. Même dans Cotonou, ici, on n'a pas besoin d'aller dans les hameaux là pour se dire. Même dans Cotonou, ici. Ben, le campus d'Abomey-Calavi, c'est voilà un exemple palpable là. Où à chaque fois, je dis peut-être on forme des chômeurs, on en voit. Mais combien trouvent le boulot? Aujourd'hui, c'est des jobs nous faisons. Et c'est temporaire, éphémère. Quelqu'un t'appelle, tu vas gérer ça et puis tu prends ton argent. C'est pour le moment, c'est pour l'immédiat. Est-ce que nous avons des emplois? Il faudrait qu'on pense à cela. Aujourd'hui, par exemple, regardez, au lieu de trouver un mécanisme quand même pour pouvoir aider ces jeunes, qu'est-ce qu'on fait? On amène les jeunes à faire des suscitations de candidatures ou bien la politique pour les distribuer et en violation du code électoral. De chiffres, hein? Non, je ne veux pas proposer des chiffres parce que... une idée de l'état des lieux. Monsieur Tanguy, je ne veux pas proposer des chiffres parce qu'il y en a tellement. Aujourd'hui, on nous parle de... Bon, j'en ai lu aussi, et quand même, où le taux est déjà à plus de 47%. On va me dire aujourd'hui que le Bénin travaille tellement, le taux de chômage est de je ne sais quoi, combien de pourcentage, c'est en baisse et tout. Moi, je ne veux pas parler de pourcentage. Je dis, allons vers la réalité. Moi, l'histoire de chiffres là... La réalité, c'est quoi? Non, la réalité, c'est d'aller sur le terrain pour constater ce que vivent les jeunes. Qu'est-ce que vous avez constaté? Je l'ai constaté. Et si nous sommes retrouvés, ça fait la 3e fois. On a mis l'acte 3 de la rencontre. Ça veut dire qu'il y a eu le premier, le second. Et pourquoi nous continuons? Parce que nous avons vu vraiment que c'est criard. Et il le faut. Je vous ai dit, les gens vont venir ici et sortir toutes les chiffres possibles, mais je vous dis, la réalité est tout autre. Monsieur Tanguy, vous êtes un journaliste, c'est bon d'ailleurs, et je vous demande, en tout cas avec les responsables de Canal 3, de faire cela pour les Béninois, et vous allez voir en réalité, les jeunes souffrent, je vous dis, énormément. Oui, justement, mais qu'est-ce qui peut expliquer cela, que des jeunes vigoureux comme vous, bien en place dans la tête, qui ont étudié et qui ont deux mains... de pieds, peuvent être au chômage dans un pays, s'il vous plaît, où tout est à construire, où tout est à faire, où il y a de vastes étendues de terres arables, où il y a l'Internet, il y a pas mal d'opportunités qu'on peut se faire. Les opportunités. Monsieur Tanguy, les jeunes n'ont jamais croisé les bras. Ah oui? Les jeunes n'ont jamais croisé les bras. La belle preuve. Vous en voyez qui ont des diplômes, parce que j'ai eu à fréquenter avec certaines personnes. Aujourd'hui, je les retrouve sur les trottoirs à vendre les friperies et tout ça. Ils n'ont pas voulu. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu croiser les bras qu'ils sont en train de faire ça pour manger. C'est déjà un début, non? Il faut se battre. Vous avez même vu la dernière fois. Avoir un capital et continuer à monter. Oui, le petit bonhomme de chemin, mais vous avez vu la dernière fois. On a pris tout ça, là, on a brûlé. Celui-là va trouver encore ça où? Peut-être c'est un petit 10 000 ou je ne sais pas 5 000 là passé à côté pour quand même faire ce petit business là pour s'en sortir. Voilà qu'on a brûlé. Qui veut le dédommager?
Mais il n'y a pas que ça, il faut faire les choses dans les normes des lois définies par la République. On ne peut pas faire dans l'anarchie. C'est ça, vous savez, justement, si nous avons un cadre bien précis réellement qui fait son boulot, je crois que nous ne serons pas en train de dire ça. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, je finis tous mes études, heureusement qu'il y a Internet et puis mon téléphone, et je deviens vendeur en ligne. Au moins, genre, pour ne pas croiser les bras. Oui, c'est quelque chose. C'est pour vous dire combien de fois les jeunes ne croisent pas les bras. Ils n'ont jamais croisé les bras. Mais je dis, l'État central, quand même, doit pouvoir revoir les choses. Et si nous allons vers ces assises, en réalité, je vous assure que nous aurons quelque chose de concret. Et puis, c'est vrai, on ne peut pas absorber tout le monde. Mais quand on parle de l'auto-emploi, entrepreneuriat des jeunes là, c'est un autre monde qu'on emploie juste les mots, mais c'est autre chose. Entreprendre aujourd'hui en République du Bénin, ce n'est pas facile. Comment ça? Pas du tout facile. Vous ne voulez pas entreprendre en dormant, non? Vous ne voulez pas entreprendre dans un lit douillet, dans un fauteuil? Non, ce n'est même pas le cas. Mais le cadre n'est même pas adéquat. On vous crée tous les problèmes possibles. Quel genre de problème? Mais attendez, vous vous lancez aujourd'hui. Et d'abord, pour aller même faire les prêts, c'est sur quelle base, comment vous pouvez... C'est d'abord déjà difficile. Et moi, j'aurais même proposé, et si on avait, c'est pas, on instaure peut-être... une banque aux chômeurs? Non, un truc de mentorat pour les jeunes, ou peut-être quand tu finis, un aîné, bon, les aînés aussi ne sont pas trop des exemples, mais il y en a. Et on prend peut-être aussi 2 ans, et tout ce que tu as appris, un mentorat, et puis ils te coiffent, et puis on essaie de suivre. Je crois que tous ceux qui sortent là de l'université, quand même, ont appris, bon, c'est des choses théoriques et tout, hein. Mais je crois que en une année ou en 2 ans, si on instaure ce système de mentorat, je crois que ça pourrait plus ou moins aider quand même les jeunes aussi. Mais c'est à l'État de penser à ça. C'est une bonne idée. Et ben, entre autres idées que vous avez proposées à l'occasion, vous avez parlé de l'abrogation de la loi sur l'emploi au Bénin. En quoi est-ce que c'est un frein au chômage? Est-ce que c'est la loi qui empêche l'État ou c'est pas les entreprises privées de recruter? Chaque jour, je vois des annonces de recrutement qui passent. Les annonces où on fait annonce et tu vas là-bas, toi-même tu te décourages, tu rentres. Les gens, pourquoi dire les gens surfent sur la vague de chômage au Bénin? Parce que les gens savent que nous en avons besoin. Et chacun surfe, même si ce sont les entreprises privées. Il faudrait que l'État quand même ait son œil là. Ah oui, pourquoi? Mais on doit suivre les choses. C'est pas parce que je suis un privé qu'on ne va pas savoir ce qui se passe. Mais quand même les gens vous trouvent de boulot, on paye combien? Aujourd'hui, quand je vais au boulot, hein, tu mets ta veste, je ne sais pas, tu sors, les gens ne savent pas ce que tu vas foutre là-bas. Peut-être c'est à peine que tu as 50 000 francs CFA, avec tous les charges aujourd'hui à Cotonou. Mais plus ou moins, tu ne veux pas croiser les bras. Mais tu travailles, oui ou non? Oui, il est en train de travailler. Lui ou non, il a trouvé de boulot. Mais les gens ne savent pas le calvaire que tu es en train de vivre là. Mais en quoi est-ce que la loi est un problème? La loi est un problème. Nous n'allons pas ouvrir peut-être ce débat. Mais quand les histoires de CDD, de CDI, vous pensez que c'est... Pourquoi les jeunes sont allergiques au CDD? Non. On me dit, voilà, ça profite plus au patron. Parce que du jour au lendemain, on peut te foutre à la porte. Hein, et puis c'est 3 mois. Hein. Si vraiment tu arrives à t'en sortir, c'est peut-être 9 mois, on te payera. On nous a dit quoi? C'est 6 mois, 1 an renouvelable à chaque fois. Mais est-ce que les gens se respectent même ces trucs-là? À tout moment, je suis là et l'épée de Damoclès sur ma tête. À tout moment, on peut me mettre dehors. Si vous êtes performant, discipliné, organisé avec un rendement efficace, je ne vois pas quelle est cette entreprise aussi idiote pour vous renvoyer. En plus, si vous êtes performant qu'on vous renvoie, il y a toujours une entreprise pour vous recruter. Les gens ont besoin d'une bonne intelligence pour faire avancer leur entreprise. C'est même une bonne idée, je trouve. Je vous dis, il faut quand même aller vers ces entreprises. Il faut faire ces sondages et tout, et pour pouvoir parler de ça. Je vous dis, c'est vrai. On nous dira les jeunes ne veulent pas entreprendre, les jeunes ne veulent pas faire ci, mais c'est un faux problème, je vous dis. Parfois, même quand les jeunes sont employés et qu'on leur signe un CDI, un contrat à durée indéterminée, ça y est, ça tombe dans la paresse, la routine, et puis vous savez, ça prend sa billet chaque soir à partir de 17h jusqu'à 2h du matin pour revenir le lendemain au boulot autour de 9h au lieu de 8h. On ne va pas prendre peut-être des cas isolés pour justifier cela. Non, il y a des gens qui en ont besoin, ils sont là. Je vous dis, les gens aujourd'hui avec ça, sur un coup de tête, on te fout au dehors. C'est ça les limites au fait de la loi. Nous ne disons pas que forcément tout est mauvais, mais ce sont les limites. Il faut l'enlever. Et ce que je dis, il faut quand même, quand vous voulez initier quelque chose, il faut le faire avec les acteurs. Mais pourquoi on veut décider pour les jeunes et on met les jeunes de côté et on décide? Mais vous avez voté pour les députés. Vous les jeunes, c'est les députés qui ont voté la loi. Voilà encore, je ne sais pas, les députés.
je me demande en réalité là, est-ce qu'eux nous représentent là-bas? Ils représentent qui? Moi je ne sais plus, parce que si vous nous représentez, vous savez, vous voyez tous les problèmes que nous avons. Mais quelle loi aujourd'hui les députés à l'Assemblée nationale ont initié pour favoriser les La jeunes? loi sur le bail, on ne va pas faire ce débat en tout cas. Alors, vous demandez des assises nationales sur le sujet. Est-ce que c'est vraiment la solution pour, ou bien c'est l'engagement même du jeune, de chaque citoyen jeune, à s'orienter et à s'engager dans des secteurs, je dois dire, innovants. J'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé de la communication, du numérique aujourd'hui, qui sont quand même des secteurs assez ouverts aujourd'hui. Le contexte, il est bien là, il s'offre bien aux jeunes. Je vous dis, vous l'avez si bien dit, mais allons vers ces assises. Il y a les choses qui sont déjà biaisées. Et si nous ne faisons pas l'état des lieux, nous allons continuer. Je crois que ce sera bis repetita. Peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, ce ne sera plus moi, bien dans 10 ans, 20 ans, ce ne sera plus moi. Mais un autre jeune qui sera assis ici, il dira aussi, vraiment, le chômage, ce n'est pas la peine. Nous devons... Donc, allons vers ces assises. Ça coûte quoi l'état que nous allons vers ça? Ce n'est pas la jeunesse qui... Le fait de lancer, on a dit, non? C'est nous qui faisons tout. Vous êtes jeunes, vous êtes là, c'est vous qui alimentez Canal 3. Ça veut dire, si nous nous retrouvons, je crois que nous allons trouver des solutions à notre problème. Mais je ne peux pas, attendez, on ne peut pas à 70 ans devenir contestataire. C'est d'abord la jeunesse. Et la jeunesse doit se retrouver. Et ensemble, nous allons trouver la solution. Je vous dis, si nous allons vers ces assises-là, nous allons trouver la solution. Et vous allez voir, dans les années à venir, nous n'allons plus trop crier. C'est vrai que ça ne peut pas, définitivement, ça ne peut pas partir complètement. C'est la solution magique, hein, selon vous, les assises. Non, pas la solution magique. On a envie des assises dans ce pays. Hein. Il y en a même qui ont fait 30 ans déjà. On connaît les assises, c'est ce que je dis. Quand les gens, ceux réellement qui doivent s'asseoir pour parler, si on ne le fait pas, mais on va coopter des gens, on va amener des gens, peut-être pour dire, bon, il y a eu assise, non? Ce sont eux, nous allons mettre. Quel est le profil de ceux qui vont venir? On n'a pas l'impression, en vous voyant, que vous êtes jeune chômeur, vous êtes bien habillé, pimpant, avec les joues bien gonflées. Il faut effrayer la galère à des moments donnés. Ce que nous vivons, nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas le dire. Mais enfin, chez moi, on dit souvent, il n'y a faut pas qu'on te prend pour genre, un vaurien, pauvre, miséreux, nécessité finie. Mais pour dire qu'on dit, mais lui là, mais quand même, oui, ça va. Hein. C'est ça. Sinon, en réalité, ce que nous disons. Là, ça va et puis, je dis, jeunesse, ça rime avec liberté. On ne peut pas embrigader, emprisonner les jeunes et tout ça et penser qu'on peut développer un pays. Et je dis à l'État, je profite de votre canal pour dire au chef de l'État, merci pour tout ce qu'il fait pour la nation. Mais il y a des jeunes, aujourd'hui étudiants, qui sont en train de perdre 4 années, 3 années, qui sont en prison, qui n'ont qu'à regarder leur cas. Merci. Et la question de la sécurité, il faut que les jeunes se donnent la main véritablement pour lutter que ça. Nous avons dit au Ganho, l'heure a sonné. Prudence Tessi, président du groupe ou du mouvement au Ganho, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Allez, merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant. Ici à la buanderie de Leader Pressing, l'opération qui se déroule ici, c'est l'opération de repassage des draps. Lorsque les draps sont pesés, ce qu'on a fait tout à l'heure, ils ont été introduits dans la lessiveuse à eau, ils ont été lavés avec une bonne dose de vapeur parce que nous disposons de chaudières qui débit une quantité importante de vapeur. N'oubliez pas l'action de la chaleur sur les draps en ce qui concerne l'hygiène. Tout ce qui pouvait nuire à la santé et qui se trouve dans vos draps, une fois les draps introduits dans la calandre, tout ça est tué. Quelle que soit la quantité de draps que vous nous donnez, nous vous garantissons que vous serez livré en 24 heures. Nous leur assurons une durabilité énorme.
jeunes étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Aïe, c'est qui ça? Joe, mais quoi? Oh. Ici là, ça donne le coup ou bien? Mon frère, hein? Je suis tombé fan de boxe. Allez, viens. Attends, moi je t'appelle. Attends. Attends. Joe, on est tombé fan de La boxe et d'autres passions pour tomber fan du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic. Ici à la buanderie de Leader Pressing. L'opération qui se déroule ici, c'est l'opération de repassage des draps. Lorsque les draps sont pesés, ce qu'on a fait tout à l'heure, ils ont été introduits dans la lessiveuse à eau, ils ont été lavés avec une bonne dose de vapeur parce que nous disposons de chaudières qui débit une quantité importante de vapeur. N'oubliez pas l'action de la chaleur sur les draps en ce qui concerne l'hygiène. Tout ce qui pouvait nuire à la santé et qui se trouve dans vos draps, une fois les draps introduits dans la calandre, tout ça est tué. Quelle que soit la quantité de draps que vous nous donnez, nous vous garantissons que vous serez livré en 24 heures. Nous leur assurons une durabilité énorme. Aïe, c'est qui ça? Joe, mais quoi? Oh. Ici là, ça donne le coup ou bien? Mon frère, hein? Je suis tombé fan de boxe. Allez, viens. Attends, moi je t'appelle. Attends. Attends. Joe, on est tombé fan La boxe et d'autres passions pour tomber fan du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic.
Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Et voilà, on a soufflé un peu. Nous voici de retour sur ce plateau pour continuer avec la troisième partie de votre émission. Actu Matin, c'est la partie des opinions. Avec déjà le commentaire de ce matin, Franck Aounou, bonjour. Bonjour, Tanguy. On va parler des scandales financiers et de la fin de mandat de Patrice Talon. Vous dites qu'on n'en finit toujours pas dégrainer la liste des scandales financiers, et à mesure qu'on s'approche de la fin du mandat du président Patrice Talon, tout cela vous inquiète? Oui, j'en suis inquiet et profondément préoccupé, Tanguy. Comme moi, tous les Béninois devraient s'en inquiéter, puisqu'il s'agit de nos biens communs, de nos sous, de notre argent, de l'argent de nous tous, que nous soyons pro-Talon ou pas. Cela doit nous inquiéter parce que ces actes de détournement des cadres qui sont nommés à différents postes de responsabilité posent un problème de patriotisme et d'intégrité. Parfois, ce sont des citoyens qui sont connus par le chef de l'État lui-même, d'autres ils ne le sont. Il ne les connaît pas, mais parce qu'ils sont proposés par ses collaborateurs, ils sont nommés à ces postes de responsabilité. Ce sont des Béninois qui savent que leur pays et ses dirigeants travaillent à faire de notre pays un espace où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Des Béninois qui savent que l'argent qu'ils ont à leur portée et qu'ils manipulent appartient à tous les Béninois et qu'il faut éviter de se laisser tenter. Mais hélas, ces valeurs de bonne gestion, d'orthodoxie et de retenue face aux deniers publics sont foulées très vite aux pieds et toujours bonjour les scandales. Il y en a eu au niveau de certaines régies financières, il y en a eu dans certaines sociétés d'État, il y en a eu dans certaines agences ou directions, et ça devient plus préoccupant lorsqu'on trouve dans le lot de ces personnes cupides les premiers soutiens du président de la République pendant qu'il était encore candidat. Je ne veux citer aucun dans ce matin en raison du principe de la présomption d'innocence, mais il faut avoir le courage de dire qu'à l'instar des autres régimes qu'on a connus par le passé, eh bien, avant celui de la rupture, ça donne l'impression que c'est seul le président au pouvoir élu par le peuple qui cultive cet idéal, celui de voir les fonds de l'État bien gérés. On se rend compte au fil du temps que les cadres à divers niveaux n'ont qu'un seul objectif, se remplir les poches, non pas par le fruit de leur travail, mais par des méthodes condamnables. Sinon, avec tout le dispositif mis en branle par Patrice Talon à sa prise de pouvoir et l'effort d'assainissement des finances publiques qui est fait, les velléités de détournement et de malversation devraient s'estomper, mais il y en a qui trouvent toujours les moyens de dérober l'argent et cela se chiffre à des centaines et milliers de millions. Ça fait tout simplement peur. L'homme est insaisissable, pluridimensionnel, insatiable et pernicieux face à l'argent Tanguy. Vous l'avez dit, malgré tout ce qui est fait, en tout cas, pour traîner les cadres dans leur élan, ils trouvent toujours un moyen de traîner leurs mains sur les deniers publics. On est à 3 ans de la fin du mandat de Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser un peu ces situations? Pour éviter un atterrissage moins poussiéreux, il faut que Patrice Talon reste focus comme il a fait depuis le début de son mandat. Les mesures de contrôle doivent être renforcées mieux que par le passé. Et au-delà de tout ceci, il faut mettre plus en exergue la responsabilité des ministres. Il est absurde que dans certains ministères, qu'on évoque des milliards détournés ou mal gérés pendant que les ministres ne sont pas inquiétés. Je pense que si on met plus dans la balance le niveau de responsabilité des ministres, des directeurs, on pourra susciter à leur niveau
plus de présence d'esprit, de contrôle. D'ailleurs, le chef de l'État, dans une approche de recherche de solutions au cas de corruption, de mauvaise gestion, de détournement et de malversation, paye superbement bien ces ministres dont je parle. Alors pourquoi ne pas à leur tour agir à ce que leurs collaborateurs ne cèdent pas à la tentation face à l'argent de l'État? Pourquoi ne pas bien huiler la machine de sorte à détecter la moindre faille qui conduirait à des actes de détournement? Ce sont des questions que je me pose ce matin. Patrice Talon doit savoir qu'il est le seul qui doit rendre compte au peuple en temps opportun, un peuple qui ne sera pas tolérant lorsqu'à l'arrivée, le bilan sera sombre côté argent. Donc, il a la latitude d'être plus exigeant vis-à-vis de ses ministres et des autres cadres nommés. Sinon, l'atterrissage sera un virage difficile à négocier. Et vu les enjeux qu'elle représente, autant prendre les dispositions très tôt. Dans tous les pays africains, la fin du mandat est rythmée par des situations qui échappent au contrôle du président de la République élu, qui doit réfléchir à la fois aux élections, à comment assurer ses arrières et surtout comment laisser le pouvoir et surtout dans les mains de qui. Et si ces détails ne sont pas bien gérés, la fin du mandat est souvent, ma foi, catastrophique pour le président sortant. Du coup, les cadres malveillants en profitent mieux sur le terrain politique. Les adversaires en profitent et tirent le drap de leur côté. La tâche devient encore plus compliquée pour les soutiens du régime. En tout cas, wait and see, ou encore on a encore 3 ans devant nous pour observer, surtout avec un Patrice Talon très présent et fin anticipateur comme il est. Il doit l'être encore plus ces dernières années, notamment face à une opposition qui est prête à surfer sur toutes les failles du pouvoir du régime pour s'attirer les faveurs et la sympathie du peuple. C'est de bonne guerre en tout cas, mais aussi le jeu politique. Patrice Talon doit davantage être regardant sur la gestion des deniers publics. Merci à vous, Franck Kaounou. C'est donc le commentaire de ce matin qui va installer nos débats. William Klika, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Bonjour Tanguy. Allez, j'ai bien envie de demander d'abord, avant d'aller au fond du sujet, pourquoi est-ce que pour nos cadres c'est si compliqué d'avoir des rapports sains avec l'argent de façon générale? William? Parce que c'est l'espèce sonnante et trébuchante. Quand ça sonne, on résiste pas. On résiste pas. Ah, oui. L'autre dira que c'est le nerf de la guerre. Et tous, par nature humaine, on a un peu de cupidité à l'intérieur de soi. On n'a jamais cette satiété devant les billets de la BCEAO ou que ce soit d'autres coupures de monnaie. Et deuxièmement, il y a que, bon, peut-être ceux qui ont fait l'école nouvelle, TAS, nous qui sommes de la nouvelle génération, n'avons pas fait le civisme. Mais je pense que beaucoup de civisme n'ont pas aidé nos pères et les hommes. C'est même eux qui ont fait le civisme, qui sont au pouvoir, qui sont aux affaires actuellement, justement, et qui nous proposent ces scandales au quotidien. Le civisme n'a pas suffi pour apprendre aux gens que devant les billets de banque, il faut se retenir, qu'on peut avoir des valeurs, qu'on peut incarner, comment on appelle, une certaine orthodoxie, le mot me vient, et surtout, vous savez, on a comme impression, malgré l'école qu'on a faite, que l'argent de l'État, c'est la somme la plus facile à utiliser, cela n'appartient à personne, on a de compte à rendre à personne. Chacun vient au pouvoir politique, à la décision politique pour prendre sa part. Donc, accéder à une fonction politique, c'est avoir le temps d'avoir sa part, parce que juste après, ceux qui auront la chance d'être en train de prendre leur part ne penseront pas à soi, ou ceux qui étaient là avant soi n'ont jamais pensé à d'autres personnes. Donc, c'est une sociologie, je pense, qui caractérise les deniers publics. En quoi est-ce que nous sommes des cadres si nous ne pouvons pas avoir en nous cette force mentale, psychologique pour dire, écoutez, l'argent c'est l'argent, j'ai mon salaire, ça me va, je peux m'en contenter? Oui, dans notre environnement, vous en avez qui ont cette parfaite compréhension des choses et qui font preuve vraiment de beaucoup de retenue par rapport face à l'argent public. De la même façon, vous en avez qui ont une autre compréhension. William a commencé par l'évoquer. On a le sentiment que comme c'est de l'argent public, eh bien, on peut y mettre la main parce que ça nous appartient.
parce que ça nous appartient. Et je pense que, convaincu de cela, on observe ce que nous observons déjà. Et dans un État qui veut vraiment lutter contre ce mal de plus en plus qui s'augmente de jour en jour dans notre société, avec tous les mécanismes mis en œuvre par l'État, on doit pouvoir continuer par assurer la veille. Une chose est de prendre des décisions, l'autre chose est vraiment d'assurer la mise en œuvre de ces mécanismes. Après, quand on observe un peu et qu'on se dit que au niveau des structures d'État, au niveau des entreprises d'État, et que on peut avoir ce soupçon de ce que la lutte elle est parfois biaisée, on a le sentiment que l'État se précipite parfois sur des dossiers que sur d'autres, l'accompagnement que cette lutte devrait bénéficier de la base peut échouer. Quand on peut faire cette lecture, l'exemple que je voudrais donner, c'est le siège de l'ancien siège de l'Assemblée nationale. Nous avons vu dans ce même pays quelqu'un qu'on a enfermé, dont le procès a été fortement médiatisé dans une affaire de rétrocommission à la tête d'une banque pour une bouteille de champagne. On n'a pas vu cette sérénité dans ce dossier de l'Assemblée nationale. Et quand un citoyen s'amène à faire cette conclusion, eh bien, il est convaincu que, bon, c'est entre eux, ils peuvent se gérer. Bon, nous, on peut rester là et observer. Quand c'est à son tour de mettre la main dans l'argent public, il ne résiste pas. Il le fait vite et bien parce qu'il se dit que, bon, tant qu'on peut être du bon côté dans un système politique, on peut continuer par voler. Donc, en plus de tout ce qui est mis en œuvre comme mécanisme, l'État doit continuer par sanctionner véritablement. On a l'impression véritablement. On verra tout à l'heure l'effet que les sanctions ont sur, je dois dire, le développement de ce mal. Mais pourquoi est-ce que c'est souvent, et le plus souvent alors, vers la fin des mandats qu'on découvre les scandales, William? Est-ce que c'est le cas? Moi, je pense qu'il y a peut-être une recrudescence, une montée en hausse, mais je pense déjà que dès 2017, à la CNSS, des scandales financiers avaient déjà commencé par éclabousser Patrice Talon. La corruption au Bénin, il y a eu des concours sur Patrice Talon qui ont été annulés. Okay. Moi, je pense que c'est un faux débat, ce débat de maintenant une lutte est vraiment implacable contre la corruption. Parce que, vous savez, sans aucune réserve, je m'amènerai à dire qu'aucune lutte contre la corruption ne peut manquer de connotation, ne peut manquer de lecture ciblée dans une population qui sait que la classe politique est la même pendant que, à raison, que nous changeons de régime avec les différents gouvernants. Beaucoup sont cités dans d'énormes scandales financiers qui datent de Mathieu Kérékou, qui sont avec Patrice Talon aujourd'hui. Sous Boni Yahi, n'en parlons pas, ils sont très nombreux qui sont aujourd'hui dans l'entourage de Boni Yahi. Et Eric a commencé par le dire, les premiers procès de sous Patrice Talon en matière de lutte contre la corruption, la création, la volonté politique avec la création d'une juridiction spéciale comme la CRIET, avec l'imprescriptibilité des crimes économiques. Toutes ces mesures ont servi pendant un temps à régler certains problèmes, procès ICC et beaucoup d'autres, mais beaucoup sont restés en jachère. Il a cité le célèbre monument de la corruption. Vous savez, le jour où on fera ce procès, on saura qu'il y en a qui sont vraiment très mal placés pour parler de lutte contre la corruption, ou il y en a qui sont très mal placés pour soutenir des chefs d'État qui, comment on appelle, lutte contre la corruption. Et quand on parle de lutte contre la corruption, et j'en aurais fini, quand on parle de lutte contre la corruption, et que la juridiction spéciale chargée qui a compétence matérielle à connaître des affaires de lutte contre la corruption, pour rien du tout, l'agent de l'État qui fait 29 ans de service, qui dans sa 30e année est soupçonné d'un scandale de 100 000 francs CFA, se voit derrière les barreaux, alors que le politique au salaire élastique qui prend certaines décisions, que ce soit la SB2E ou je ne sais où. Il n'y a pas de petite corruption. Il n'y a pas de petite corruption. Je ne fais pas l'apologie. Il n'y a pas de péché mignon. Je suis d'accord. Mais vous savez, parlons des choses sérieuses quand nous parlons de la corruption pour un État. Non, moi je dois dire que d'abord,
le problème de détournement, des scandales dont nous parlons, il n'y a pas que... c'est à la fin des mandats que l'on observe, mais ça s'accentue à la fin des mandats, d'un mandat, parce que tout simplement, vous voyez, on est préoccupé par beaucoup de choses. On est préoccupé par, comme je l'ai dit dans le commentaire, le pouvoir, qui est-ce qui va venir, ainsi de suite. Et les cadres qui sont dans l'administration savent qu'à un moment donné, il y a un relâchement, il y a que ça bouge un peu dans l'administration et ils en profitent. Vous avez posé une question très intéressante. Pas avant la fin du mandat. Vous avez posé une question très intéressante à l'entame. Vous avez dit pourquoi les gens ne peuvent pas résister face à l'argent. Tout simplement parce qu'on veut vivre au-dessus de ses moyens. On veut vivre comme l'autre le vit. Parce que vous ne connaissez pas ces sources de revenus. Vous ne savez pas ce que Tanguy fait pour s'acheter peut-être sa belle voiture, ses costumes, et ainsi de suite. Mais vous voulez lui ressembler. Pourquoi ? Dans ces conditions, si vous avez les sous à portée de main, eh bien, vous allez détourner. Moi, on m'a expliqué un peu, le gestionnaire m'a expliqué un peu le scénario du jeune à Douala ou à la DGI. À la DGI. Il a dit qu'en réalité, ce sont des fonds qui sont déposés là, qui devraient servir à faire quelque chose dans l'administration, peut-être à donner des primes, ainsi de suite. Mais il en a tellement amassé dans son coffre qu'à un moment donné, il se dit, mais pourquoi on ne réclame pas ces fonds? Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas prendre ces fonds pour en faire ce qu'on doit faire? Alors là, il a laissé ça traîner sur les fonds, il en a puisé, et pour se couvrir, il en donne peut-être à son DG, à son chef service, à son patron, à un politicien. Il a mouillé tout le monde. Il a mouillé tout le monde. Donc, en réalité, c'est un manque d'attention, un manque de contrôle qui conduit également à ça. C'est pourquoi j'ai dit, les ministres devaient interpeller à chaque fois toute la chaîne, celui qui doit contrôler, doit contrôler si tel agent est allé dans la bonne direction. Ces ministres-là, vous donnez de la tâche supplémentaire à un cadre. Moi, je suis ministre. Je ne vais pas continuer à chercher à savoir si le régisseur, là, les fonds qu'on lui a confiés, est-ce que c'est toujours intact? Comment est-ce que ça se gère? C'est de la galère. Ça, il vaut mieux penser à autre chose. Vous demandez des rapports. Pour mener à bien les projets qui sont du département ministériel. Quitte à ce que le système de contrôle financier, le système de veille, puisqu'il y en a dans chaque ministère, puisse faire son travail normalement. Moi, je suis d'accord avec vous, mais face à ce mal, il faut tout tenter. Il faut tout essayer. Le pays qu'on cite parfois en exemple sur notre continent, qui est le Rwanda, en plus de tout ce qui a été mis en place comme mécanisme, n'empêche pas le chef de l'État, ne serait-ce qu'une fois par mois, ou après avoir mené toutes des enquêtes dans plusieurs structures de l'État, les dossiers sont là, devant lui, à la télé, il prend chaque dossier, il appelle votre nom, il a manqué tel sou, dans tel projet, dans telle direction, allez-y vous justifier. Il le fait publiquement. C'est des séances de façon régulière qu'il le fait. Mais dans ce pays, vous avez... le dérapage politique n'est pas loin avec vous mais ça son effet, ça peut dissuader, ça peut créer cette pression dans l'esprit des responsables qui sont à la tête des structures d'État à ne pas aller loin. Voyez-vous, je pense que enfin, je ne demande pas que cela soit fait ici, mais avec l'exemple que Franck est en train de donner, on ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir. Si vous êtes convaincu que nous sommes dans un environnement où de plus en plus les cadres ont cette envie, cet appétit de toucher à l'argent public en tant qu'État, en tant que responsable, ministre, encore que eux-mêmes, on doit pouvoir les contrôler aussi, parce qu'il reste des cas de l'administration publique qui ne sont pas épargnés par rapport à ce phénomène. On ne doit pas dormir, on doit dormir. Eric. William. William, pardon. Non, vous savez, ce que Eric fait pour moi, je crois qu'on en a marre de ces super-héros à la tête de nos États. Et moi, je pense qu'il faut de grandes institutions. Un ministre n'a même pas à se soucier. de la caisse de l'ordonnancement de la chaîne, la hiérarchie en matière de dépenses publiques existe, et il y a le contrôle, il y a l'inspection générale de l'État, il y a l'inspection des finances, il y a la Cour des comptes. Aujourd'hui, avec la révision constitutionnelle, on a beau reprocher beaucoup de dispositions à cette révision constitutionnelle et même sa procédure, mais il y a une innovation terrible et qui répond aux normes communautaires. C'est la Cour des comptes. Cosmétique, ça, la justement, Cour des comptes. Et c'est en ça qu'est-ce que ça nous a apporté depuis que ça existe? La Cour des comptes aujourd'hui peut ou a compétence à connaître de toutes les dépenses. Compétence. A eu la compétence. Justement. Vous savez, moi j'ai envie de demander quelque chose. Si les ministres ou les hauts cadres doivent donner l'exemple qu'il faut,
qu'ils soient tous, autant qu'ils sont dans le gouvernement déjà, l'exemple en déclarant leurs biens à la Cour des comptes en entrée en fonction et qu'à la fin, on fasse également l'examen. Il n'y a pas meilleur apprentissage que celui-là. Les cadres apprendront par mimétisme. Eux tous iront à l'école de ces leaders-là qui eux-mêmes sont très droits. Vous savez, Sarkozy a été trouvé coupable pour avoir financé sa campagne avec les fonds libyens. Ça voudrait dire que dans tous les États du monde entier, ceux qui ont le pouvoir ont tendance à en abuser. Et les auteurs l'ont dit. Donc, je pense que c'est pas l'apanage du Bénin. Et une certaine lutte implacable, tout ça, oui. Des gens ont fait des marches vertes pour la corruption. Je sais pas, mais... vous savez, moi, je pense que les initiatives ou espérer le leadership tout éclairé d'un leader ne suffit pas. Et pour que la lutte contre la corruption soit ancrée dans les habitudes des nouveaux cadres, des futurs cadres, ils sont actuellement à l'université, ils sont actuellement en classe ou en 6e ou je ne sais, au secondaire, et demain ils seront cadres, demain ils auront à diriger. L'un des principes de base des finances publiques, c'est la séparation de l'ordonnateur de la dépense et du comptable public qui en a la charge et qui répond devant le juge des comptes. Mais pourtant, comment on s'arrange pour que tout cela... Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de connivence l'ingéniosité, la subtilité ingénieuse du cadre qui qui laisse ses mains traîner sur les fonds publics est à questionner. Et pour ça, il faut aller à la racine du mal. Il faut comprendre le mal tel qu'il est et arrêter Moi, je pense qu'il y a un peu de saupoudrage quand certaines actions sporadiques sont faites avec beaucoup de communication sous les feux de la rampe pour parler de lutte contre la corruption. Alors, quelqu'un a marché, vous l'avez dit, quelqu'un a créé la criette, je ne sais plus trop quelles sont les solutions, quelqu'un a créé la cellule de moralisation de la vie publique, chacun est venu avec sa solution, on n'a pas l'impression qu'on a trouvé la bonne, parce qu'au début, si la criette fait peur, aujourd'hui, les gens, ils vont à cœur joie, vous les voyez traverser même le pont de Porte-Novo, avec beaucoup d'entrée et d'enthousiasme. J'ai pas l'impression qu'on a la bonne solution, là, Franck. Oui, tout simplement parce que il y en a même qui appellent la criette aujourd'hui leur partenaire. Ah oui, on entend ça. Je blague, mais on entend dire que les gens, quand ils vont là-bas, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont caché l'argent quelque part. Ils vont faire 5 ans, ils ont leur épouse, leurs frères, leurs parents qui gèrent l'argent dehors. Et même de la prison, il y en a qui construisent dehors. Qui élèvent des bâtiments, qui élèvent des murs. Et à leur sortie, cela coule bien douce. Donc moi, je pense que, comme vous l'avez dit, chacun vient avec sa solution et ça n'a jamais réglé le problème. Cela démontre un peu le caractère irrésistible de l'argent. Lorsque les gens sont à côté de l'argent, lorsque les gens sont en face de l'argent, ils résistent très peu. Alors, pour moi, on ne peut pas dire qu'il est trop facile d'accuser les ministres. Bon, lorsque vous avez un DG, vous avez des séances de travail, ils vous font des rapports. Mais qu'on vous dise dans chaque compartiment ce qui est fait et qu'on vous rassure de ce que l'argent qui est dans chaque compartiment a servi à quelque chose ou c'est bien gardé. Oui, ça c'est le compte rendu qu'on peut vous faire. Quand on fait le point, vous faites comment pour le contrôle? Non, si par exemple, si l'argent doit aller dans l'exécution d'un programme pour payer des primes, ne laissez pas l'argent séjourner. Si le gars est avec l'argent tout le temps, ça fait un mois. D'ailleurs, même les gens n'aiment plus que l'argent séjourne. Ce que les gens font aujourd'hui, c'est d'ouvrir tous les chantiers possibles afin que l'argent puisse sortir véritablement et rapidement pour qu'ils aient leur pourcentage, pour qu'ils aient leur gonflement, pour qu'ils aient leur surplus. personne ne garde plus l'argent. Hein? Oui, mais là aussi, c'est un autre point du problème. Oui. Mais je pense que pour en arriver, il faut, comme l'a dit William, il faut traiter le mal à la racine. Et aujourd'hui, même dans nos écoles, nous devons apprendre à nos enfants à avoir des attitudes correctes face à l'argent. Et moi, si j'étais président, je paierais mieux l'enseignant à l'école que le politicien. Parce que tout le monde voit aujourd'hui le mode de vie des politiciens, tout le monde voit ceux qui sont nommés. Ils sont nommés 6 mois après, si vous allez voir ce qu'ils dépensent, l'aisance dans laquelle, le luxe insolent qu'ils installent autour d'eux, mais ça vous donne envie d'aller là-bas aussi et d'aller puiser. Oui, mais ils ont étudié, je crois. Donc, et ceux qui dénoncent sont voués aux hégémonies, c'est eux. On met à l'aise le cadre pour lui éviter justement cette tentation-là d'avoir... Mais il en veut davantage. Il en veut davantage. Ça va être la dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'on fait? Rapidement, en le mettant à l'aise, il aura moins envie de mettre l'argent dans les caisses de l'État. Oui, comme sur le sommet, je pense qu'il faut mener aussi une lutte par exemple.
sur la qualité du citoyen. Franck et William ont donné des exemples justement. Ailleurs, quand vous voyez la simplicité de vie, des personnalités politiques, des cadres qui sont au service de l'État, on a la compréhension de ce qu'on est là pour servir la nation, on est là pour servir les concitoyens et non pour se servir. Alors, je pense qu'on n'est pas encore prêt, quand on se retrouve parfois à la tête des directions, à avoir cette compréhension des choses. On devient tout de suite puissant. Et puissant nous amène à vouloir tout contrôler, n'est-ce pas? Des pourcentages pas ici. Et aussi, parfois, on crée des mécanismes peut-être pour satisfaire les organismes internationaux, à avoir des points dans des rapports, mais en réalité, dans le fond, on n'y est pas en termes d'action véritablement. Quand ailleurs, parce que un François Fillon a recruté sa femme payée par l'agent public et qu'on a établi sa culpabilité, il a été sanctionné. On n'a pas regardé qui il est, qui il a envie d'être, il a été sanctionné. Là, m'a donné l'exemple de Sarkozy, il a été sanctionné. Et donc, je pense qu'il faut aussi intégrer le fait que dans cette lutte, il faut vraiment des institutions fortes qui peuvent prendre des décisions à partir du moment où on a des éléments de preuve qui accablent quelqu'un, qu'il soit ministre, qu'il soit vice-président, qu'il soit proche, très très proche même du chef de l'État, et même y compris le chef de l'État, on doit pouvoir le faire. William, qu'est-ce qu'on fait? Le chef de l'État qui vient à la tête du Bénin commence par être le bon exemple. Il déclare ses biens. Il est droit en matière d'orthodoxie, il donne l'exemple. Il conscientise les cadres. Par là, ça commence par là. L'enseignant, dans le dernier hameau du Bénin, dit à l'apprenant, le lui redit chaque jour, pour sa patrie, on se donne corps et âme. Pour sa patrie, on ne va pas aux fonctions les plus élevées pour avoir les parts les plus grandes, les parts les plus représentatives dans un État. Et secondo, l'autre axe d'analyse que j'ai envie d'avoir sur ce sujet en matière de proposition, c'est justement l'environnement politique. Comment nous finançons l'environnement politique? Si l'environnement politique doit être le plus souvent soudoyé, si le moindre service qu'on rend dans le système politique doit être subordonné à de très fortes sommes d'argent, lorsque la morale et l'éthique n'auront aucun droit de citer, même pas une petite place, infinitésimale soit-elle, nous allons crier tous les dieux du monde, mais la corruption va demeurer. Franck. Vous avez tout dit dans le titre que vous avez mis sur l'écran là. Il faut accentuer la veille. Et la veille, accentuer la veille. William l'a si bien dit. Qui fait la veille, c'est le chef de l'État. Non, mais il y a le dispositif qui existe. Le dispositif, il est mouillé. Le dispositif qui existe. Des cadres du système financier qui sont les premiers d'ailleurs à atterrir. Oui, qui sont les premiers à atterrir devant les tribunaux. Oui, mais il doit avoir une petite place pour le bien. Il doit avoir une petite place pour ce qui est juste. Et c'est cette place-là que nous devons rechercher. Cette place-là que nous devons essayer d'agrandir davantage au niveau de nos administrations, au niveau de notre... nous devons allumer nos cerveaux pour savoir que nous avons tous intérêt à bien garder les sous parce que au même moment nous crions, nous disons que ça ne va pas à la base, nous ne mangeons pas bien, nous n'avons pas de route, c'est avec ces mêmes sous-là. Et il faut que les dirigeants donnent l'exemple. Il faut que les dirigeants puissent montrer la voie à suivre, la bonne voie à suivre au peuple. Voilà. Allez, les écoles toujours inondées actuellement, 2 semaines après la rentrée, c'est habituel. Mais à défaut de l'éviter, comment est-ce qu'il faut faire pour éviter, pour permettre à ce que les enfants qui vont à l'école là-bas soient, je dois dire, au même niveau d'études lors des évaluations, notamment les examens nationaux, William? C'est une grosse problématique. Et je pense même que nous la prenons à la légère. Cette affaire des rentrées compliquées, des rentrées saccadées, selon qu'on est... Faut-il concevoir un calendrier spécial pour ces zones ou comment est-ce qu'il faut faire? Je crois que cette hypothèse a été explorée pendant longtemps. Et je ne suis pas spécialiste vraiment à un certain niveau du système éducatif. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Mais pour moi, de mon regard de profane, c'est une solution qui ne tient pas vraiment la route selon cet argument-ci. Vous savez, on est tous évalués. Ils sont tous évalués en mi-juin ou en début juin déjà pour le CEP. Et les examens nationaux ont une échéance nationale.
il n'y a pas d'examen départemental. Donc, adapter le calendrier académique en fonction de ces différentes zones critiques et difficiles d'accès pendant la période pluvieuse est vraiment, pour moi, compliqué. Moi, je pense que les solutions à court terme sont ces motopompes que les directeurs d'école utilisent pour vider, ou parfois on vide dans un milieu qui est déjà extrêmement inondé lui-même, où c'est déjà les ouvrages de franchissement, la voie d'accès. Je vois comment est-ce qu'on peut utiliser des motopompes dans les zones où c'est l'OME qui a complètement débordé. Justement. Ou à Zanyanado, par exemple. C'est compliqué. Et l'État, pendant que, à court terme, on pense à comment donner accès aux apprenants, il faut que dans le long terme, les dons, que ce soit les organisations de la société civile ou des organisations caritatives, ou l'État central même dans ses initiatives, qui dotent ces milieux-là d'infrastructures, mobilières ou immobilières. Moi, je pense que de plus en plus, on doit avoir l'adaptabilité de ces différents appuis. Il faut que, pour moi, dans certains milieux aujourd'hui au Bénin, il faut que les écoles soient suffisamment loin du sol, qu'il faut des infrastructures un peu comme à Soava. D'élévation en niveau, et je ne suis pas spécialiste de l'aménagement, mais qu'une étude réelle soit faite sur le besoin d'infrastructures dans ces milieux et des ouvrages de franchissement pour arriver à ces infrastructures. Justement, ça c'est un autre aspect aussi, Eric. Non, je pense que c'est une grosse question. Et ces écoles concernées sont livrées à elles-mêmes. Peut-être qu'on attend une solution naturelle. Peut-être que le temps que tout cela s'achèche et que les enfants puissent aller à l'école. Maintenant, dans des écoles où la quantité d'eau n'est pas importante, on peut peut-être voir dans quelle mesure, avec des groupes électrogènes, pomper l'eau et permettre aux enfants d'aller à l'école. Maintenant, dans les zones vraiment inondées, ça, c'est vraiment un autre niveau. La quantité est très, très importante. Avec ce dispositif, on ne peut pas y arriver. Je pense qu'à ce niveau, il faut peut-être espérer que, peut-être au milieu de l'année, que ce soit des cours accélérés pour des enfants ou faire en sorte que dans le programme, on puisse peut-être pas finir complètement le programme. Nous avons tous vu l'année passée où la décision de ne pas apprécier le niveau de résultat au niveau des départements, un peu comme on avait l'habitude de classer premier, deuxième, parce qu'on s'est rendu compte que au niveau de chaque département, les réalités ne sont pas les mêmes. C'est clair, parce que pendant que peut-être ici à Cotonou, les enfants commençaient véritablement la rentrée à la date indiquée, ailleurs, ce n'est pas encore le cas. Des enfants sont encore à la maison pour d'autres raisons. Peut-être pour des questions d'inondation, des écoles inondées, mais aussi dans des zones où la menace terroriste est vraiment encore présente. Donc je pense que c'est des cas de figure et l'État doit pouvoir vraiment regarder avec beaucoup plus de soins et d'action, surtout, et voir dans quelle mesure il faut trouver une solution. Soit on identifie le nombre d'élèves concernés dans tel environnement, on les déplace vers des zones où ces enfants peuvent être scolarisés, et même là encore, est-ce qu'on peut vraiment assurer la sécurité de ces enfants tout au long de l'année? C'est vraiment de grosses questions. Oui, Franck? Non, moi je pense que là maintenant, il ne faut pas mettre en danger la vie des enfants. Moi je pense qu'il ne faut pas forcer, tout simplement parce que la quantité de pluie qui doit tomber, j'ai échangé avec un spécialiste qui m'a dit que ce sont des pluies en retard qui sont en train d'arroser nos villes actuellement. Donc on ne peut rien faire pour contenir la quantité d'eau qui va tomber. Il ne faut pas mettre la vie des enfants en danger. Là où c'est excessif, là où la situation n'est pas encore maîtrisable, qu'on déplace les enfants, qu'on les laisse à la maison. Si on ne peut pas les reloger ailleurs pour suivre les cours en attendant, qu'on les laisse tout simplement pour que les eaux se retirent. La solution de motopompe dont vous parlez, je ne sais pas combien d'eau ça peut pomper. Puisque vous pompez le matin, dans la nuit profonde à 3 heures, il y a une grosse pluie et vous connaissez le temps que ça dure quand il pleut actuellement. Et donc, pour moi, il faut pas forcer les choses. Il faut préserver la vie des enfants. Maintenant, les solutions à long terme, il faudrait y penser. Il faudrait y penser sérieusement. Comment déplacer ces écoles-là? Peut-être, comment les déplacer? Comment construire d'autres infrastructures pour vous voulez déplacer des écoles à Soava ou à Granvier? Vous allez les mettre où? C'est un contexte géomorphologique et climatologique. Non, on parle d'inondation ici. À Granvier ou les zones lacustres là, ça c'est en permanence, ils vivent dans l'eau en permanence. Là-bas, il faut peut-être construire des infrastructures adaptées. Ça c'est un financement qu'il faut rechercher pour leur construire des infrastructures vraiment adaptées. Et quel que soit
ce que l'eau va faire comme caprice, eh bien que ces enfants-là puissent accéder aux salles de classe. Mais là où c'est de façon sporadique, l'eau vient et après se retire, moi je pense que si on ne peut pas trouver, on ne peut pas définitivement régler, il faut déloger, il faut enlever ces écoles-là de là, leur trouver d'autres emplacements. Au-delà du calendrier scolaire, je pense même qu'il faut reprendre le découpage territorial carrément pour mettre ensemble, je dois dire, ces zones qui se ressemblent afin de leur attribuer, je dois dire, les avantages en griffe liés justement à leur situation géographique et héroïque. Et comment on assure le déplacement des enfants? Je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Et là-dessus, le risque vraiment de la sécurité des enfants est là. Si on va à ce découpage et on fait ce regroupement peut-être des unités d'école, comment les enfants sont... Enfin, on va assister à des déplacements. Les zones qui sont inondables, leur calendrier scolaire, ça commence quoi? La rentrée commence en décembre plutôt qu'en septembre comme les autres endroits, ou peut-être, moi je ne sais pas trop, quand ce sont des zones inondables, on peut trouver le moyen... qu'il faut vraiment explorer, on retarde la rentrée dans certaines zones. Voilà, on commence un peu plus tôt, par exemple, on commence en août, juste à la fin des examens nationaux, et déjà en septembre à la crue, on leur donne un premier congé, et pendant qu'en décembre ça va prendre les premiers congés au niveau des autres. On dit n'importe quoi, on n'est pas spécialiste. En décembre, quand les autres vont commencer par se reposer, ils reprennent eux, par exemple, pour un bout de temps, et en janvier déjà le calendrier s'uniformise un peu. Je crois que c'est la grande saison sèche au sud, au nord, je ne sais pas quel est le climat qui prévaut en début janvier, et bon, je sais pas, vers la fin de l'année, il y aurait un même temps de cours peut-être toute l'année durant. C'est une spéculation, par exemple. Maintenant, pour le redécoupement, je pense, bon, c'est que les spécialistes s'attardent sur la question. On veut moins spéculer, on veut moins bavarder autour de questions aussi sérieuses que ça. Je pense que depuis près de 5 ans, à chaque année scolaire, le débat a cette teneur-là, le débat a cette intensité. Et je pense que de plus en plus, il faut que les autorités compétentes et les services compétents en fassent une priorité, qu'on nous donne les études, qu'on nous donne les possibilités, qu'on nous donne les solutions à court, à moyen et à long terme, que l'État ait conscience de cet enjeu, sache comment mobiliser les ressources qu'il faut pour aujourd'hui donner cet accès égal à tous les enfants de ce pays à l'éducation. Cela va au-delà même de l'éducation. Quand vous voyez par exemple le très bon projet d'asphaltage, par exemple, c'est pas toutes les villes ou toutes les communes qui en auront droit, par exemple, puisqu'il y a d'autres communes qui sont ici sur pilotis sur les eaux. Vous n'allez pas parler d'asphaltage à Ganvier, par exemple, ou à Souava, en contrepartie, pendant que les autres bénéficient de ce projet asphaltage, eux, qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on leur donne en termes de dotation en infrastructure routière ou de circulation? C'est quand même des éléments qui font qu'il faut carrément revoir le découpage. Carrément. Oui, mais dans ces zones, je pense qu'actuellement, il y a un projet qui est en cours. À Ganvier, où j'étais il n'y a pas longtemps, on est en train de mettre en construction des types de construction adaptés à l'environnement qui n'a rien à voir avec ce qui est en construction actuellement pendant plusieurs années. Et donc ça, c'est une phase expérimentale. Touristique, absolument. Oui. Mais l'idée, c'est d'étendre ce modèle dans toute l'agglomération et permettre à chaque citoyen de pouvoir disposer d'un toit assez moderne et adapté à l'environnement de l'eau et tout ça. Mais donc, comment ça va se passer entre l'État et puis les populations? Est-ce qu'il y aura un mécanisme incitatif de financement pour permettre aux citoyens de pouvoir disposer de ces maisons qui, pour ce que j'ai vu, est assez moderne, assez intéressant et confortable? Franck, on va finir. Non, je pense que tout est dit. L'État doit réfléchir et adapter les projets aux contraintes de chaque localité. Lorsque début janvier, c'est la sécheresse dans le nord. Ici, je ne sais pas, il pleut encore un peu. C'est le début de la grande saison. De la sèche également. Donc, il faut redimensionner les projets de sorte à ce que tous les apprenants puissent se retrouver dans des commodités qui puissent leur permettre de dérouler les activités pédagogiques. Mais franchement, il faut que les spécialistes y réfléchissent sérieusement pour trouver des solutions à long terme. Parce que pour d'autres problèmes, on a trouvé des solutions durables. Pour ce problème également, on peut trouver des solutions durables. Merci à vous, chers messieurs. Passez une bonne journée.
À demain. Mesdames et messieurs, on va faire un tour à la régie, le temps de revenir par ici. On va suivre la revue de presse d'Assimo Kanyasimo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le matinal indique ce matin que Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, a convoqué ses collègues pour la 3e session extraordinaire au titre de l'année 2023. Le président de l'Assemblée nationale invite les députés à assister à l'ouverture de la 3e session extraordinaire de 2023 qui se tiendra ce jour, lundi 2 octobre 2023 à 10h. Au Palais des gouverneurs à Porto Novo, l'ordre du jour de la session concerne l'examen du projet de budget de l'État gestion 2024. Le pays émergent ajoute que cette session extraordinaire qui s'ouvre intervient quelques jours après que le gouvernement a décidé de transmettre au Parlement pour examen et vote le projet de budget de l'État exercice 2024 lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres du mardi 26 septembre dernier. Pendant ce temps, le projet de budget exercice 2024 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a réuni les élus consulaires au siège de l'institution à Cotonou le vendredi 29 septembre 2023, indique l'économiste du Bénin, pour lequel cette session de l'Assemblée consulaire consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'institution s'est déroulé sans anicroche. Au terme des travaux, le budget exercice 2024 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a été voté à l'unanimité. En matière de soins et de santé, la nation rapporte que la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux fait du respect des normes sanitaires son leitmotiv. Le point de presse qu'elle a donné vendredi dernier s'inscrit dans ce souci de veiller à la qualité des soins de santé offerts aux populations. L'exercice qui rend compte des 3 premiers trimestres de 2023 prend en compte l'investigation sur 20 plaintes, les contrôles médico-techniques de structures de santé et le contrôle de la sécurité des patients. Dans ce rapport, précise le quotidien Fraternité, plusieurs cabinets de soins médicaux ont été épinglés. Il s'agit de l'ONG Tasli à Lokossa et de l'ONG Shanghai à Porto Novo. Dans ce cas, la justice est actuellement saisie et les promoteurs répondent de leurs actes devant les tribunaux. Il faut également noter plusieurs écarts par rapport aux normes sanitaires. Au nombre de ces écarts, il faut signaler le délaissement des consultations médicales par les médecins aux infirmiers et aux aides-soignants, l'abandon des centres de santé aux aides-soignants surtout la nuit et les week-ends et la reprise de l'insalubrité dans les formations sanitaires, surtout publiques. Les efforts du gouvernement béninois sont reconnus au plan international et c'est ce que traduit cet article du quotidien Le Matinal qui pointe que les bonnes pratiques du Bénin en matière de transport et de gestion de la sécurité routière ont été récompensées lors de la 2e édition du prix Kofi Annan pour la sécurité routière. Le Bénin, à travers le ministère du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, a reçu le prix de la catégorie système de gestion fiable des accidents de la voie publique. Et puis, l'autre vision renseigne que du 11 au 14 octobre 2023, plus de 300 maires et acteurs des collectivités territoriales francophones provenant de 54 pays seront à Cotonou dans le cadre du congrès de l'AIMF. Un événement majeur dont la tenue à Cotonou est à l'actif du leadership du maire Louis Katroupo. À quelques jours de ce grand rendez-vous du monde local francophone, le comité d'organisation a tenu à la mairie de Cotonou le vendredi 29 septembre une conférence de presse afin d'exposer les grands enjeux de ce congrès, ses retombées pour Cotonou et les autres villes béninoises. L'autre quotidien précise que les villes de la région des Grands Lacs, de l'océan Indien et d'Asie du Sud-Est viendront à Cotonou porter leurs témoignages et échanger avec les maires du Sahel qui font face à des situations de crise. Le congrès de Cotonou sera également un événement d'échange et surtout l'approfondissement de la coopération décentralisée entre les villes.
L'autre quotidien qui renseigne que les membres du Parlement de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest tiennent depuis vendredi dernier à Winneba un séminaire de 3 jours dont le thème porte sur le rôle de Parlement de la communauté face aux défis liés aux changements anticonstitutionnels de gouvernement et à la limitation des mandats présidentiels en Afrique de l'Ouest. À cette occasion, le président ghanéen Nana Addo a interpellé les partenaires de la sous-région et procédé à un diagnostic sur les menaces à la démocratie, menaces qui sont susceptibles de déstabiliser toute la communauté. Avec l'autre vision, on lit que le Bénin est en train de se hisser à la tête du Maracana. En effet, la sélection béninoise a battu le Togo 1-0 en demi-finale, se qualifiant ainsi pour la finale de la 10e édition de la CAN de Maracana dans la catégorie des seniors. La finale se jouera donc entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. De son côté, Fraternité s'intéresse aux Guépas footballeurs et note que le Bénin sera présent lors des prochaines journées FIFA du mois d'octobre. En effet, la sélection nationale dispute 2 matchs amicaux à cette occasion afin de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui démarre en novembre. Elle joue le Botswana le 13 et Madagascar le 17 octobre. En prélude à ces 2 rencontres, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués pour ces échéances. Dans le principe de sa révolution, Gernot Rohr a dû mettre de côté certains cadres capés de la sélection. Il s'agit entre autres du capitaine Stéphane Sessayon, de son vice-capitaine Khaled Adenon, Michael Poté et Jordan Adeoti. On note les retours de Sebi Osuku et Matteo Arlenvi. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Voilà, c'était donc la revue de presse de Assimon Kanya Assimon qui vient mettre un terme à ce numéro de votre émission Actu Matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On va se revoir demain.